Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle émission de Multi-21. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Comment vas-tu, Louis? Ça va très bien, salut Clément, salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons analyser ce Dakar 2021. Ça y est, le Dakar est fini. On voulait d'abord dédier cette émission à Pierre Cherpin qui a perdu la vie lors de ce Dakar après une chute sur la 7e étape. On pense à lui et à sa famille, bien évidemment. Et sa mort nous rappelle que le Dakar reste une course extrêmement difficile. Avant de faire le tour des catégories, Louis, j'aimerais ton avis sur ce Dakar de façon générale. Un tracé qui était beaucoup moins rapide que l'an dernier, qui était dans le sud de l'Arabie Saoudite avec beaucoup de plaines. Là, on est remonté vers le nord et on avait beaucoup de terrains différents. Est-ce que ce rallye Dakar t'a plu? Eh ben écoute, oui, ça m'a beaucoup plu. D'abord, donc tu l'as dit, c'était moins rapide que l'année dernière, beaucoup moins de pistes très roulantes, etc. Du coup, des étapes beaucoup plus techniques, beaucoup de navigation aussi. On a vu pas mal de pilotes se perdre. Et en fait, bah, c'est ce qu'on aime dans le Dakar. Et je pense que, enfin, tout le monde l'a dit, et je pense qu'on peut faire confiance aux pilotes là-dessus. Mais c'était un vrai Dakar. Quand on a un Peter Hansel qui nous dit que c'était un vrai Dakar, on a envie de le croire. D'autant qu'il a connu l'Afrique, il a connu l'Amérique du Sud. Contrairement à des mecs comme Loeb qui se plaignent que c'est pas un vrai Dakar, alors qu'ils n'ont connu que quelques Dakars en Amérique du Sud, qui justement avaient un peu perdu ce qui faisait le sel de ces Dakars africains. Je trouve que c'était un vrai beau Dakar, et beau aussi dans le sens où les paysages qu'on a traversés étaient vraiment magnifiques. Effectivement, on se souvient notamment des paysages autour de l'étape 8 et de l'étape 9 qui étaient absolument exceptionnels. Avec on avait le retour de certaines grandes plaines comme l'an dernier, mais avec des montagnes de pierres posées là au milieu. C'était vraiment magnifique. Il fallait slalomer dans ces paysages pour les pilotes et c'était super beau. Mention spéciale aussi à l'étape autour de Neom, l'étape numéro 10 je crois, où on a longé la mer, et à chaque fois que le Dakar longe la mer, comme c'était le cas en Amérique du Sud ou en Afrique, c'est toujours magnifique. Donc voilà, super Dakar, des beaux paysages et un tracé parfait. C'était une très très belle édition de ce Dakar version saoudien. On va parler de toutes les catégories. Alors un petit mot déjà sur une catégorie dont on avait très peu parlé la semaine dernière, et c'est normal, c'est pas vraiment une catégorie sportive. C'est le Dakar classique qui autorise les véhicules du 20e siècle, donc jusqu'à 99 pour l'instant, ça dépend des catégories. Et bon, alors on en parle très vite fait parce que déjà c'est un Nantais qui a gagné, donc j'en fais ma propagande bien évidemment, ça c'est personnel. Mais ensuite parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé ce principe qui rappelle aux plus anciens une Madeleine de Proust et qui permettra aux plus jeunes dans quelques années de voir des véhicules de leur premier Dakar, et c'est toujours assez sympa de voir ça. Oui, c'est sympa, effectivement. Il y avait 24 voitures engagées, je crois, dans cette catégorie. C'est un rallye de régularité, on a oublié de le préciser, mais c'est un Oui, rallye de exactement. régularité. En fait, comme le rallye de Monte-Carlo historique, c'est un rallye de régularité, c'est-à-dire que on vous fixe une vitesse moyenne à tenir, et vous devez tenir cette vitesse moyenne. Et si vous ne la tenez pas, plus vous en êtes éloigné, plus vous prenez de points de pénalité. Et à la fin, celui qui a le moins de points de pénalité remporte l'épreuve. Alors effectivement, c'est pas un rallye de vitesse comme on aime ou comme toutes les autres catégories. Le parcours aussi était différent, mais c'est quand même intéressant de voir ces véhicules. Voilà, ça avait plus une allure de balade et d'exhibition que vraiment de course. C'est dommage parce qu'en France, on a vraiment cette culture avec les voitures historiques, de ne pas faire la course avec des voitures historiques. C'est-à-dire quand on a des voitures historiques, on va faire des rallyes de régularité, comme le Monte-Carlo historique, je l'ai dit, comme ce Dakar qui est finalement, certes, une épreuve internationale, mais qui est quand même une épreuve organisée par une équipe française, etc. Je trouve Avec ça un peu beaucoup de dommage. concurrents français en historique, beaucoup de concurrents français. Oui, effectivement. Et même en France, quand on regarde les rallyes historiques en France, ce sont des rallyes séparés des rallyes entre guillemets modernes. Je dis entre guillemets parce qu'il y a souvent des voitures qui ont 20 ou 30 ans qui roulent en moderne, mais et c'est dommage parce qu'en France, on a cette idée que les voitures historiques ne peuvent pas faire la course. Alors que si on regarde ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait même en Belgique, etc., les voitures historiques font la course avec les voitures récentes, et ça force les équipages à préparer parfaitement bien leur voiture, et on se retrouve avec des équipages qui attaquent à fond avec des voitures historiques et qui se retrouvent parfois à battre des voitures modernes, et c'est génial, et c'est juste dommage qu'on n'ait pas ça. Mais maintenant, effectivement, c'était très sympa de retrouver ces vieilles voitures sur les pistes africaines, c'était vraiment sympa. Voilà. Voilà.
Passons désormais à la vraie course et passons pour commencer à une catégorie dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'Européens mais beaucoup de Sud-Américains. C'est la catégorie des quads, une catégorie remportée par Manuel Andújar sur son Yamaha. Alors Manuel Andújar qui aura fait une course, on peut dire d'expérience, c'est-à-dire une course comme le font les vrais vainqueurs du Dakar. Il a laissé Nicolas Caviaglisso, il a laissé Alexandre Giroud, il a laissé Giovanni Enrico se casser les dents les uns après les autres sur ce Dakar. Caviaglisso et notre petit français Giroud ont même abandonné. Enrico a connu pas mal de pannes qui lui a fait arriver en deuxième position finalement. Et un Manuel Andújar qui gagne donc sur la régularité, seulement 2 victoires d'étape, mais toujours extrêmement bien placé, ce qui lui permet de gagner avec plus de 30 minutes d'avance sur son second. Et un très bon rallye de la part de l'Argentin. Bah oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. D'ailleurs, quand on regarde ses résultats sur la première semaine, il gagne une étape, mais c'est à peu près tout. On le voit pas trop. Il est même régulièrement en dehors du top 3. Et puis, bah voilà, à l'expérience, il est revenu très bien sur la fin de course. On sait qu'un Dakar, ça ne se gagne pas en gagnant les étapes en première semaine, hein. Ça se gagne surtout en étant régulier. Et ben voilà, il a parfaitement fait le job. Et un petit mot sur notre français Alexandre Giroud qui nous aura fait espérer pendant un long moment avant d'abandonner lors de l'étape 11. Ça, c'est un nom qu'on va regarder pour l'avenir dans la catégorie quad et qui va peut-être refaire gagner un peu d'intérêt au quad en France. Oui, sait-on jamais. Mais c'est vrai que cette catégorie quad, on en a parlé en fin de première semaine, mais a perdu quand même pas mal d'intérêt. Il y a assez peu de monde engagé et j'ai peur que ça se poursuive en fait, que cette tendance se poursuive. Espérons le contraire, mais c'est vrai que ça semble mal parti depuis quelques années. Passons à la catégorie moto. Alors là, on avait donné un pronostic dès le départ. Tu avais donné notre ami, je te laisse dire qui tu avais donné d'ailleurs. Eh ben, j'avais donné Juan Barreda. Effectivement, Juan Barreda. Et j'avais donné Kevin Benavides. Eh bien, c'est ce second qui est sorti vainqueur du Dakar. Et pourtant, Kevin Benavides était un peu mal parti à mi-parcours quand même, hein, puisque au moment où on faisait le bilan, il avait terminé 15e de l'étape 6. Lors de la reprise, lors de l'étape marathon, il termine 16e. Et puis finalement, à force de revenir, un Kevin Benavides qui a fini par remporter le Dakar, mais qui a profité aussi de la chute de Xavier de Soultret, de la chute de Cornero qui a été emmené à l'hôpital alors qu'il avait terminé l'étape, mais bon, il était dans le brouillard, et puis de Toby Price. Et puis aussi... Et de Barreda aussi. Voilà, j'avais parlé de Barreda. Voilà. Ton favori nous a fait une petite coquinerie. Mais oui, parce qu'apparemment il a chuté aussi, une chute qui semblait pas spécialement sévère. Il semblerait qu'en rentrant, il se sentait vraiment déjà assez mal. Et il a continué la course sans rien dire à l'équipe des médecins, justement pour ne pas être mis hors course. Mais il semblerait qu'il avait quand même déjà une certaine blessure à la tête, j'en sais pas plus. Je suis pas médecin non plus, mais en tout cas qu'il l'a handicapé quand même. Et ça s'est vu sur cette étape où il abandonne, où il a carrément oublié de remettre de l'essence. Et ça prouve que voilà, un pilote professionnel qui oublie de remettre de l'essence, c'est qu'il n'est pas du tout à 100% de ses capacités. Effectivement, et c'est assez. Moi, je trouve ça assez préoccupant de laisser un pilote parce qu'il dit apparemment il a dit qu'il a fait 2 étapes parce que ça faisait 3 jours qu'il avait oui, il a roulé assez longtemps avec ce problème. Donc c'était c'est assez inquiétant. Ça il aurait pu s'évanouir dans les dunes ou quelque chose comme ça et ça aurait été beaucoup plus grave. Donc bon, moi j'aime pas trop ce genre de déclaration. Après bon, le fait qu'il ait oublié de remettre de l'essence, c'est toujours une petite anecdote croustillante. Une écurie Honda qui fait le doublé, une écurie Honda qui pour la deuxième année de suite arrive à casser la domination KTM, l'immense domination KTM qu'on a eu pendant 15 ans. Est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle Honda? Parce qu'on a vu finalement une course d'équipe de la part des Honda avec Cornero, Benavides et Brabec qui pendant longtemps ont roulé les uns pour les autres et se sont entraidés. Ou est-ce que c'est simplement beaucoup de malchance pour la plupart des pilotes KTM? On a vu Matthias Walkner casser sa boîte de vitesse, on a parlé de Toby Price. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette lutte KTM Honda? Il faut retenir surtout, je crois que c'est une lutte magnifique entre 2 grosses usines, KTM et Honda, qui sont les 2 plus grosses usines sur le Dakar. Effectivement, il y a actuellement chez Honda une dynamique très positive, en tout cas sur le Dakar, qui fait que les pilotes Honda sont en confiance, la machine marche bien, toute l'équipe marche bien. Et puis ça concrétise par des bons résultats. Il y a peut-être aussi une dynamique plus négative chez KTM qui doute, qui se demande si c'est possible, pourquoi on perd alors que jusqu'ici on gagnait tout le temps. Mais
quoi qu'il arrive, je crois que la lutte sera de nouveau très belle l'année prochaine. Elle a été magnifique cette année et elle sera de nouveau très belle l'année prochaine entre deux équipes qui sont très fortes. Et je pense que si la chance change un peu de camp ou même la malchance est dans les deux camps à la fois, ça peut donner des courses très intéressantes et avec beaucoup de rebondissements. Effectivement, ouais. Et une autre catégorie dans laquelle on va mettre un petit cocorico, puisque le troisième constructeur cette année, c'est Sherco et non Husqvarna. Et oui, et nos petits Français de Sherco ont réussi à placer une moto avec l'Espagnol Lorenzo Santonillo, qui termine 6ème du classement, devant la première Husqvarna de Pablo Quintanilla. Donc ça fait toujours plaisir de voir un constructeur français de moto à cette position. Et on embrasse nos amis de chez Sherco. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que chez Husqvarna, on s'attendait à mieux avec Xavier de Toultret. Mais effectivement, voilà, il y a eu des petits soucis aussi pour Pablo Quintanilla qui a eu du mal à se mettre en jambe en première semaine. Mais voilà. Vas-y, Oui, vas-y. et sinon du côté des féminines, j'avais envie de mettre aussi passer un petit coucou à Laia Sanz qui a fait une bonne course aussi, hein. Notons qu'elle n'a plus une KTM comme à l'époque où elle faisait des gros résultats. Elle a une Gaz qui est probablement une moto, pardon, qui est beaucoup moins performante que les KTM, les Honda, les Sherco, les Husqvarna. En tout cas, elle termine, je crois, 17e de sa catégorie, enfin de la catégorie moto au général. Donc c'est un bon résultat pour elle avec une moto pas forcément très performante. Et puis, je voulais aussi mettre un bon point à Camille Chapelière aussi, qui est un pilote qu'on connaît dans les courses sur sable. Je rappelle que Adrien Van Beveren, qui est quand même un pilote qu'on connaît très bien au Dakar maintenant, s'est fait connaître et est devenu professionnel avec les courses sur sable et notamment l'enduro du Touquet. Et Camille Chapelière, c'est un peu le pilote qui gagne le Touquet ces dernières années, qui s'est lancé sur le Dakar cette année. Il termine 22e. Et je pense qu'on le reverra à l'avenir et il y a des chances pour qu'on le voit même jouer les premiers rôles à l'avenir dans le futur. Voilà. Et on notera, tu fais très bien de parler de Camille Chapelière, j'allais oublier, donc c'est très bien. Et ça nous permet de faire un petit cocorico de plus. Et ça fait toujours plaisir. On va passer à une catégorie qui, elle, est en effervescence par rapport à la catégorie quad. C'est la catégorie des véhicules légers dont on n'avait pas trop parlé la semaine dernière puisque c'était encore assez flou concernant la hiérarchie. Cette semaine, ça l'est beaucoup moins. Victoire de Chaleco Lopez sur son Can-Am privé devant les Can-Am officiels du Monster Energy Can-Am. Une ultra domination de Can-Am sur la catégorie qui place 12 voitures sur les 12 premières places. Mais une catégorie très sympa dans laquelle on a vu des courses groupées, dans laquelle on a vu vraiment une bataille entre véhicules égales et une catégorie qui prend chaque année de l'ampleur. Et oui, une catégorie qui prend de l'ampleur, plus de 60 véhicules engagés au départ, c'est quand même énorme. C'est même plus que les voitures, d'ailleurs, laisse-moi vérifier. Non, c'est un peu moins, c'est 4 C'est un peu moins que les voitures, ouais. Mais en C'est voiture, 4... il y a les voitures d'assistance qui étaient comptées dedans, donc il y en a 3-4 à enlever, donc finalement c'est égal. Ouais, c'est quasiment égal aux voitures. Et en fait, ça se comprend parce que finalement, c'est faire le Dakar comme en voiture à un rythme un peu moins élevé et surtout avec des budgets beaucoup moins élevés. Et donc, c'est une catégorie qui intéresse, qui prend de l'ampleur et c'est normal parce que le sport auto, ça coûte de plus en plus cher. Et donc, quand on a des catégories qui permettent de limiter les coûts, tu le sais aussi bien que moi, il y a toujours beaucoup de succès. C'est malheureusement une catégorie qui est pas trop médiatisée pour l'instant. Et je pense qu'en fait, ça manque de tête d'affiche pour l'instant. Malgré tout, il y a des pilotes intéressants. Et notamment le vainqueur Francisco Lopez, Chaleco Lopez, qui est un top pilote en moto à l'époque en Amérique du Sud et qui depuis quelques années roule en SSV et ça prouve que quand on est un bon pilote dans une catégorie, qu'on connaît bien le désert et qu'on connaît bien la course, on est capable de performer quelle que soit la catégorie. Tout à fait, ouais. Et puis il n'y a pas que des... Alors c'est la catégorie light véhicule, c'est une catégorie hybride puisqu'il y a à la fois des SSV mais aussi des prototypes légers, dont les prototypes français de chez PH Sport avec les PH Sport Zephyr. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ces prototypes-là? Puisque sur ces prototypes-là, il y avait un ancien pilote de rallye qui nous a régalé malgré sa dernière place. Et oui, Chris Meek. Chris Meek, donc, qui est un pilote qu'on connaît très bien en rallye, hein, bien sûr, qui a des gros liens avec PH Sport, ce qui explique pourquoi il pilotait ce proto Zephyr. Et Chris Meek qui certes découvrait le Dakar mais qui a quand même gagné 2 étapes. Alors certes dans ces 2 étapes il y a le prologue, donc c'est pas très représentatif, mais en tout cas Chris Meek je pense qu'il y a eu une belle courbe d'apprentissage qui nous a un peu régalé quand même avec cette victoire d'étape, et je pense que Chris Meek il va revenir à l'avenir en espérant pouvoir faire de bons résultats. Et pourquoi pas, si on a un Chris Meek qui se bat pour la gagne en catégorie SSV, ça pourrait être un bon catalyseur pour avoir une meilleure couverture médiatique de cette catégorie SSV et Light Vehicle.
On rappelle aussi que dans cette catégorie, il y avait le petit frère de Nasser Al-Attiyah, Khalifa Al-Attiyah, qui termine 9e. Il y avait aussi notre ami Mathias Ekstrom qui a fini le Dakar en Dakar Experience, c'est-à-dire qu'il n'était plus classé au classement général, mais qui pouvait terminer toutes les étapes et qui était en apprentissage. Et puis il y avait aussi l'ancien pilote de F1, Thomas Enge, qui a fait un Dakar financé par une marque qui fabrique des armes en République tchèque, c'est pas des blagues. Donc vraiment, dans la catégorie sponsor improbable, voilà, nous avons Thomas Enge. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait là, mais bon, il était là. C'est marrant de voir un ancien pilote de F1 sur le Dakar, c'est très rare. Et il termine 34e de la catégorie, donc assez anonyme. Voilà, c'était pour la petite info. Et ça fait plaisir de voir un pilote non officiel gagner une catégorie. Donc merci à Chaleco Lopez d'avoir gagné au nez à la barbe des Can-Am officiels. Passons à une catégorie dans laquelle si tu n'as pas un véhicule officiel, tu ne peux pas gagner. Et si tu n'as pas un véhicule officiel russe, tu ne peux pas gagner. Les camions. Victoire de Dimitri Sotnikov, tu l'avais dit, tu l'avais annoncé, devant Anton Chibalov et Arat Mardeyev, le team Kamaz Master qui fait 1, 2, 3 cette année, ça on l'avait annoncé aussi, on avait annoncé le triplé, c'était... Pourtant, un homme nous a fait peur, c'est Martin Massy qui sur la deuxième semaine a été très très performant, 3 victoires sur les 4 dernières étapes. Finalement, Iveco a peut-être trouvé sa nouvelle star pour aller embêter les Can-Am. Bah oui, depuis qu'il n'y a plus de Roy, alors je ne sais pas si c'est prévu du côté du team de Roy de revenir. En tout cas, c'est vrai que le team de Roy était plus ou moins le seul team capable d'aller chercher les Kamaz. Donc on avait plus vraiment d'opposition, mais du coup, oui, Martin Macic qui s'est imposé comme une opposition crédible au Kamaz, même si malheureusement il avait perdu beaucoup de temps en première semaine, et malgré ses très bons résultats en deuxième semaine, il termine quand même à presque 2 heures. Mais en tout cas, oui, Martin Macic, espérons qu'il sera un peu épargné par les soucis l'année prochaine pour aller titiller ces Kamaz que de toute manière on apprécie toujours autant, hein. On va pas se mentir, ça nous fait plaisir quand même de voir un triplé Kamaz. Je crois que c'est la seule catégorie où on ne se lasse pas d'une domination aussi outrageuse d'une écurie. Voilà, bravo à Kamaz. Tout à fait. Même si moi j'ai beaucoup aimé cette année, alors ils ont manqué de chance, mais ce qu'a fait Maz avec Wisniewski et Vjazovic, notamment Vjazovic qui en début de rallye jusqu'à son abandon, on en avait parlé la semaine dernière, venait vraiment embêter les Kamaz. Ces 2 jeunes pilotes, c'est vraiment un projet qui commence chez Maz, un nouveau projet sportif avec des très jeunes pilotes et des très jeunes équipages. Mais moi, j'ai espoir sur le long terme aussi que ce team Maz, en plus de Martin Massic pour Iveco, vienne embêter les Kamaz et qu'on ait peut-être une lutte à 3 constructeurs en camion, ce qui serait exceptionnel. Mais tu l'as dit, le team Kamaz qui gagne, ça nous fait toujours plaisir. Ils sont tellement beaux, ces Kamaz bleus à sponsor Red Bull, qu'on ne s'en lasse jamais. Exactement. Et pourquoi pas même une lutte à 4 constructeurs, puisque tout à l'heure on parlait de Chaleco Lopez qui performe dans une autre catégorie. On se souvient d'Ignacio Casale qui performait beaucoup en quad, qui a même remporté le Dakar en quad, et qui est pilote officiel Tatra au Dakar, qui termine 9e cette année. Et pourquoi pas voir même un Tatra piloté par Ignacio Casale dans les années à venir se battre pour la victoire. Et pourquoi pas même peut-être les camions Praga, même si on les trouve très très moches et qui sont tout petits, eux aussi ont le droit de se battre en catégorie camion, donc pourquoi pas 5 constructeurs, ce serait magnifique. N'en jetez plus le Dakar camion, surtout avec les camions hybrides qui sont arrivés dès cette année avec un Renault notamment, c'est pas prêt de s'arrêter. On va passer désormais au morceau que tout le monde attendait forcément, à la catégorie auto. Victoire de Stéphane Peterhansel sur son buggy mini devant Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz. Un duel entre Peterhansel et Attiyah jusqu'au dernier jour, 13 minutes d'écart seulement entre les deux hommes. On va reparler tout à l'heure de la victoire de Peterhansel, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de Nasser Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah, on l'apprécie énormément, c'est un très grand pilote, mais Nasser Al-Attiyah est venu en fin de rallye un peu pleurer en disant que oui, c'était toujours pas égal entre les différentes catégories, c'est toujours les 2 roues motrices qui gagnent. Alors, bon, on aimerait dire plusieurs choses à Nasser Al-Attiyah. La première chose, c'est que il pourrait avoir raison de crier sur un point, c'est que les pneumatiques entre les différentes catégories, entre les 2 roues motrices et les 4 roues motrices, ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas conçus pareil par BF Goodrich. Et effectivement, les pneus des 4 roues motrices ont eu plus tendance à crever que ceux des 2 roues motrices cette année. Ça, c'est le premier point. Par contre, au niveau de la réglementation, on a quand même sur les 11 premières places les 4 catégories qui sont représentées, avec des buggy 2 roues motrices diesel, des buggy 2 roues motrices essence, des 4x4 diesel, des 4x4 d'essence. Donc, tout le monde a eu sa chance sur ce Dakar, que ce soit les mini buggy, les mini 4x4, les Toyota 4x4, les Peugeot,
les MD, on a vu les SRT très bien performer, les buggy SRT. Donc Nasser Al-Attiyah, il se plaint pour beaucoup de choses où il n'a pas raison, alors que la seule chose pour laquelle il devrait se plaindre, c'est simplement pour avoir des pneumatiques égaux. Et encore, ça, je vais te laisser en parler, les crevaisons, c'est aussi un peu de sa faute, Louis. Ben oui, parce que Peter Hansel le disait très bien, mais Al-Attiyah a aussi un problème d'ego. Et c'est-à-dire que il a voulu gagner dès le prologue, il a ensuite voulu gagner plein d'étapes. Il gagne 5 étapes sur ce Dakar parce qu'il est toujours à l'attaque. Et malheureusement pour lui, bah, sur l'étape la plus difficile où il aurait fallu gérer un peu, cette étape que Peter Hansel gagne avec plus d'un quart d'heure d'avance, bah, Attiyah il est parti bille en tête, il a attaqué et il a crevé plusieurs fois, il s'est perdu. Et au final, eh ben, c'est Peter Hansel qui lui a géré tout son rallye, qui gagne cette seule étape pour lui, pour Peter Hansel, et qui prend beaucoup de temps d'un coup à Attiyah sur cette étape. Et d'un côté, on a voilà un pilote Attiyah qui attaque beaucoup, qui veut gagner toutes les étapes et qui, lorsqu'il faut gérer, bah, n'est pas là. Puis d'un autre côté, on a un pilote qui est très intelligent, qui sait que ça ne sert à rien de gagner des étapes pour 30 secondes, une minute, et qui va gérer sa monture, qui va gérer tout son rallye, et qui va gagner la seule étape vraiment où ça compte, c'est Peter Hansel. Donc voilà, d'un côté, on a un pilote qui est très intelligent, peut-être un peu moins rapide, mais qui est très intelligent, et de l'autre côté, on a un pilote qui attaque toujours à fond, et on sait que sur un Dakar, ça ne fonctionne pas. Et Attiyah qui disait que les buggy sont avantagés, qui disait que les 4 roues motrices ne peuvent pas gagner le Dakar à cause de cette réglementation. Moi, j'ai du mal à le croire, puisque Attiyah, il gagne. Donc, sur les 12 étapes, Attiyah, il en gagne 5, De Villiers en gagne 1, et Al-Rajhi en gagne 2. C'est-à-dire que sur les 12 étapes, il y a quand même au moins 8 qui reviennent à des 4 roues motrices. Ça prouve que ces 4 roues motrices, elles fonctionnent bien. Et même au-delà de ça, Attiyah, il a eu par le passé des buggy, il a eu le buggy Hummer, il a eu le buggy Damon Jeffries à l'époque qui était un buggy privé mais qui marchait quand même très bien. Qui était financé par le Qatar directement. Qui était financé par le Qatar, donc il y avait quand même des gros fonds, il y avait ce qu'il fallait, et qui selon, alors je suis pas certain de ça, mais apparemment aurait servi de développement au buggy Midi par la suite. Nasser Al-Attiyah, il a eu des buggy par le passé, il n'a jamais rien fait avec. Il a même abandonné 2 fois sur ses 2 participations sur buggy, et donc mais si les buggy sont si bien, déjà pourquoi ne pas avoir conservé son buggy à l'époque? Si les buggy sont si bien, pourquoi ne pas quitter Toyota simplement et aller chercher un buggy SRT? Je pense qu'un buggy, une écurie comme SRT serait très contente de récupérer des budgets du Qatar, de récupérer des sponsors Red Bull, alors qu'il y a déjà une très bonne voiture. Il serait largement capable d'aller jouer la gagne si on écoute tout ce que dit Nasser Al-Attiyah. Donc voilà, moi j'ai vraiment du mal à le croire là-dessus. Je pense que l'équivalence, au contraire, comme tu l'as dit, elle est plutôt bonne. Effectivement, il y a un problème avec les pneus, mais si ce problème de pneus est résolu, il y aura une équivalence qui est très bonne, et je crois même qu'on a ralenti un peu trop les buggy vis-à-vis de ça, quoi. Mais voilà, Nasser Al-Attiyah, il se plaint beaucoup, et je vais y revenir, je vais juste terminer sur ce que disait Stéphane Peter Hansel de nouveau. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Peter Hansel et j'adore écouter ce qu'il dit. Il a dit que voilà, les pleureuses sont sorties de nouveau avec Nasser Al-Attiyah et qu'au moins Peter Hansel, quand il ne gagne pas, lui, il ne vient pas pleurer et il va féliciter son adversaire. Et on rappelle que Nasser Attiyah est donc triple vainqueur du Dakar et les 3 fois ça a été sur des 4x4 Volkswagen, Mini et Toyota. Donc comme c'est voilà, ça confirme ce que tu dis, c'est sur des 4x4 qui est le plus à l'aise. Donc pourquoi vouloir toujours polémiquer? En parlant de buggy, tu parlais des buggy SRT bien évidemment. On a aussi adoré ce qu'ont fait les buggy Peugeot de chez Abu Dhabi Racing PH Sport avec Khalid Al-Qassimi et Cyril Després qui terminent tous les deux dans le top 10. Cyril Després qui était aux côtés de l'aventurier Mike Horn et qui a mis une semaine d'apprentissage, notre ami suisse, mais qui a pu finalement bien guider l'ex-pilote motard pour aller jusqu'au top 10. Puis on a vu des pilotes, nous qu'on adore, des mecs qui sont très très forts sur une étape comme Yazid Al-Rajhi, qui gagne 2 victoires d'étape, dont une sur 3 roues, où il a arraché une roue complète. Mais pur Yazid Al-Rajhi style. Hein, là, voilà, mais qu'il reste du temps est inconstant. Donc voilà, c'est un pilote de rallye pur jus, c'est-à-dire ça fait des temps scratch, mais sur un rallye raid de 2 semaines, c'est pas forcément là. Donc, mais ça on a beaucoup aimé ce qu'a fait quand même Yazid Al-Rajhi, c'était très sympa. Oui, effectivement, c'est toujours un pilote que j'apprécie retrouver, Yazid Al-Rajhi. Ça fait partie de ces pilotes, voilà, comme Khalid Al-Qassimi, comme Nasser Al-Attiyah aussi, qui sont des pilotes du Moyen-Orient qui sont pétés de thunes. Il y a pas d'autre mot là. Je pense qu'ils, même en essayant de tout dépenser tous les jours, ils n'arriveraient pas à venir à bout de leur fortune tellement ils sont riches. Ils sont des héritiers des familles royales de ces pays du Moyen-Orient. Ils ont du pognon de dingue. Ils sont capables d'être là sur ces catégories où, en payant, on peut avoir des top voitures. Et le pire, c'est qu'ils sont bons avec, et ils sont là pour s'éclater, et ils s'éclatent. Et Yazid Al-Rajhi, pour moi, c'est le meilleur exemple de ça. Et moi, j'adore toujours retrouver Yazid Al-Rajhi, quelle que soit la course.
Et parmi ces pilotes d'expérience du Dakar, tu parlais donc de nos 3 amis du Moyen-Orient, mais aussi Giniel De Villiers qui, de façon assez anonyme, finalement termine 8ème. Et sans faire de coup d'éclat cette année. On parlera aussi de Nani Roma qui, pour la première année du BRX Center, nous sort un top 5. Bravo à lui, et il avait été très prudent avant le début de l'épreuve en disant que si ce buggy était déjà à l'arrivée, c'était un miracle vu le peu de temps qu'avait eu ProDrive pour le faire. Et voilà, Nani Roma toujours très sage dans ses paroles, comme tous ses pilotes d'expérience. On a parlé de Chaleco Lopez, on a parlé de Stéphane Peterhansel. C'est toujours les pilotes d'expérience qui parlent le mieux du Dakar. Et pour finir, j'aimerais quand même qu'on parle vite fait de Stéphane Peterhansel. 14e Dakar pour le bonhomme, 55 ans. Tu l'as dit, hein, Carlos Sainz a 3 ans de plus que lui. Est-ce qu'on peut encore avoir 4-5 ans de Stéphane Peterhansel au top et peut-être aller chercher un 15e, ce qui serait démoniaque sur ce Dakar? Oui, tout à fait, hein. Pour moi, il y a assez peu de doute là-dessus. En plus, Stéphane Peterhansel, cette année, il partait pas dans de très très bonnes conditions puisqu'il avait un nouveau copilote. Alors, il a beaucoup encensé son copilote et c'est vrai que Édouard Boulanger a fait un travail Très très exceptionnel. bon, ouais. Pour son premier Dakar dans le baquet de droite, dans un top team, etc. C'était quand même très compliqué. Il a fait un super boulot. Mais c'était quand même pas gagné dès le début. Et voilà, Stéphane Peterhansel, il est exceptionnel. Et quand ça devient difficile, que la vitesse pure est peut-être un peu moins importante, ben voilà, des gars comme Alatia ou comme Carlos Sainz, qui à la base sont de très bons pilotes de rallye. Carlos Sainz, champion du monde des rallyes, Alatia, champion du monde des rallyes 2. Peterhansel, lui, n'a jamais vraiment roulé en rallye. Je pense qu'il est moins rapide en vitesse pure. Mais en tout cas, quand ça devient difficile, Peterhansel a l'expérience, il est capable de faire la différence. Et pourquoi pas le retrouver encore plusieurs années, parce que on voit que c'est possible d'être encore très performant sur le Dakar à plus de 50 ans. Et je ne fais qu'approuver tes propos. C'est la fin de cette émission, donc on félicite une nouvelle fois Honda en moto, on félicite une nouvelle fois Yamaha en quad, on félicite une nouvelle fois nos amis de chez Mini en auto, nos amis de chez Can-Am en SSV et nos amis de chez Kamaz en camion, qu'on félicite plus que tout le monde puisqu'on les aime de façon non objective. Ce podcast n'existe que pour Kamaz, on le rappelle. Louis, je te remercie d'avoir parlé de ce Dakar 2021. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici sur Multi21. Nous, on est l'équipe hors des sentiers battus sur cette chaîne. Nous, on fait tout ce qui n'a pas de bitume quasiment. Exactement. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission de Multi21. Salut! Salut à tous!